regarde, il me dit, mais vous êtes au stade sida. J'avais 12 ans, j'étais encore vierge. Mais c'est pas possible. Et là, c'était encore un autre coup, en fait, que j'ai pris. Je me suis dit, mais comment ça fait 10 ans? J'avais 22 ans. J'ai rencontré un homme avec qui je sortais. Et il m'a demandé si j'ai déjà fait mon test VIH. Et moi, je lui ai dit, bah, non, j'ai jamais fait. Donc, j'ai pas trouvé d'inconvénient. C'était ma première fois. Mais pour moi, y a pas de raison que ça soit positif. Donc, bon, je me suis dit, ok, je vais le faire. Il a fallu attendre, je crois, 3 jours pour avoir le résultat. Et donc, on va chercher le résultat, on arrive au laboratoire. Et là, il y a l'infirmière qui me prend de côté. Et elle commence à me dire, avec des mots un peu... Elle veut pas dire le mot, en fait, vous avez le VIH, tout simplement. Et je suis là, je suis embrouillée. Je lui demande, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai? Et là, elle me dit, ah, vous êtes positive au VIH-Sida. Et tout d'un coup, ça bourdonne en fait dans mes oreilles. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est faux, elle dit n'importe quoi. Et là, je sors, je monte dans la voiture de mon ex, le copain de l'époque, qui m'avait accompagnée. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'elle m'a dit que je suis positive. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me dis, mais c'est fini, ma vie elle est foutue. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 22 ans. J'ai l'impression d'être descendue aux enfers, en fait. J'étais la Andrea qui a 22 ans, qui a toute sa vie, et qui avait des objectifs de vie, etc. Ses rêves. Et tout à coup, on me dit, j'ai le VIH. Pour moi, c'était... mais je fais partie en fait d'une catégorie de personnes, des séropositifs, des gens qu'on montre à la télé. Aujourd'hui, c'est moi. Et là, je me suis dit, mais comment ça a pu m'arriver? J'ai commencé à me poser plein de questions. Qu'est-ce qui m'a contaminée? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et quelques jours après, je suis allée voir le médecin. Et là, c'était la deuxième douche froide, parce que je savais pas à quel stade de la maladie j'étais. Quand j'ai vu le médecin, elle m'a regardée avec des yeux remplis de peur. Elle me dit, vous n'avez pas de symptômes? Je dis non, je me sens bien. À part que je suis un peu fatiguée. C'est vrai que j'étais vraiment très fatiguée tout le temps. Je comprenais pas. Je me suis dit bon, peut-être que je suis une flemmarde, je sais pas. Et elle me regarde et me dit mais vous êtes au stade sida. Et là, elle me pose des questions. Vous n'avez pas des vomissements, enfin de la diarrhée? Je dis non. Donc j'aurais dû maigrir. J'aurais dû avoir justement des boutons sur le corps. Tout ça, j'ai pas eu tous ces symptômes-là. Là, je me suis dit mais si j'avais pas fait ce test, peut-être qu'il me restait quelques mois à vivre. Que mon corps avait tellement lutté qu'il suffit peut-être que je tombe un petit peu malade et que c'est fini, quoi. Et là, elle m'a dit, il faut absolument vous mettre sous traitement. On n'avait plus assez de défense immunitaire. Le virus, le VIH, au fait, c'est celui qui donne la maladie du sida. Il y a plusieurs phases. Il y a la primo-infection. Quand on est tout de suite infecté, on a des symptômes un peu tout bêtes, hein, maux de tête, être enrhumé, la fatigue, voilà. Un petit peu de diarrhée aussi. Et après cette phase, on a la phase asymptomatique, où on n'a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus de symptômes, on vit normalement. Et le virus, il fait un peu son petit bout de chemin. Après, on passe à la phase 3, où on commence à avoir d'autres symptômes, comme la diarrhée, l'amaigrissement, des boutons, qu'on appelle zona aussi, qu'on a partout sur tout le corps. Là, voilà, le virus, il a vraiment fait son chemin. Et quand on arrive à la phase 4, qu'on appelle maintenant le sida, là maintenant, c'est la maladie. C'est-à-dire que nos défenses immunitaires sont en dessous de 200 CD4. CD4, en fait, ce sont les globules blancs. Une personne normale est entre minimum 500 et 1200 ou 1600, je sais plus. Et quand on est en dessous de 200, le corps ne peut plus lutter. Il suffit d'une petite maladie et on meurt, quoi. À ce moment-là, j'avais encore plus peur de mourir. Au début, je m'étais dit 40 ans, mais là, je voyais dans 10 ans partir. Mais le médecin m'a rassurée. Elle m'a dit que j'allais être sous traitement. Et grâce au traitement, j'allais avoir une bonne espérance de vie. J'allais pouvoir avoir des enfants. Mais j'avoue que j'y croyais pas. Je me suis dit, elle veut pas me faire paniquer, au fait. Donc elle me dit ça. Mais c'est pas possible de vivre longtemps avec le sida. Pour moi, c'était ça. Et donc, j'ai dit à mes ex que j'ai le VIH. Est-ce que eux ils ont fait leur test? Parce que je voulais savoir vraiment en fait d'où ça venait. Aussi pour les prévenir, j'ai eu pitié. Je me suis dit j'aimerais pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi et d'avoir ça sur la conscience au fait. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont tous dit la vérité parce que comme par hasard ils avaient tous fait leur test et que c'était bon. Donc ils ont tous fait leur test et que c'est bon. Qui me l'a transmis? C'est la question en fait. J'arrivais pas à trouver la réponse. Donc j'ai discuté de ça avec mon médecin. Pour savoir, mais ça fait combien de temps que j'ai le virus et tout. Ce n'est pas une vérité absolue, mais elle pense que le virus, ça faisait déjà 10 ans que je l'avais. Et là, je me suis dit, mais j'avais 12 ans, j'étais encore vierge. Mais c'est pas possible. Et là, c'était encore un autre coup, en fait, que j'ai pris. Je me suis dit, mais comment ça fait 10 ans? Pour arriver au stade sida, il faut des années. Après, c'est pas pour tout le monde, mais en majorité, 10 ans passent. Des fois, plus de 10 ans passent pour arriver à ce stade-là. Je me dis, j'ai passé autant d'années avec ce virus. Et finalement, je le repensais. Parce que quand j'étais au lycée, à Abidjan, je me rappelais que j'avais des fois des furoncles qui venaient et qui repartaient. Mais en grand nombre. Hein. Et je me demandais, mais c'était quoi ça? Peut-être que c'était mon corps qui réagissait. Et à l'époque, je n'étais pas active sexuellement. Je me suis posé la question si c'était pas justement un objet souillé qui m'a coupé. Donc après, j'ai arrêté de chercher.
Et j'étais toujours encore avec mon copain de l'époque. Il était resté, il n'est pas parti dès le début. Donc je pensais que c'était bon, je pourrais marier avec lui, les enfants et tout. Mais c'était pas ça. Parce que finalement, je suis rendu compte qu'il avait peur de moi en fait. C'est-à-dire, une fois, il y avait ma brosse à dents qui était à côté de sa brosse à dents. Il était en panique, il s'est énervé. Pourquoi j'ai mis ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents? C'est quoi le problème? Mais la façon dont il était énervé, je me suis dit quand même, c'est bizarre, on a des rapports sexuels et tu as peur d'une brosse à dents. Et donc j'ai compris qu'il n'avait pas accepté, et il n'avait même pas pensé à se renseigner en fait sur le virus, la maladie, etc. Alors qu'il m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux. Et des mois sont passés. Finalement, il est venu un jour chez moi. Au bout d'un an, ça a quand même duré un an. Et il m'a dit non Andrea, on n'est pas compatibles, faut que ça s'arrête. J'ai dit ok, j'ai eu mal. Je lui ai dit mais c'est fini pour moi. J'ai même supplié à genoux de rester. Et il m'a dit non, il peut pas, il s'en va. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai avalé les comprimés de mon traitement, toute la boîte. Parce que j'ai lu que une overdose, ça pouvait tuer. Et donc j'ai avalé et je me suis dit bon moi je vais mourir et ça sera fini quoi. J'étais en dépression en fait sans le savoir. Parce que je devais rester forte pour ma sœur, pour mes parents et tout. Mais en même temps je souffrais parce que je pouvais pas en parler vraiment. C'est une douleur qu'on se rend compte qu'on peut pas partager avec quelqu'un. Je sais pas, c'est bizarre. Ça touche tellement même notre âme parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Les gens qui étaient en face de moi ne pouvaient pas comprendre. Ils me disaient non mais ça va aller, c'est pas la fin, tu vas prendre ton traitement. Et moi je me disais mais qu'est-ce que vous racontez? Même si je prends mon traitement, qui va vouloir de moi en fait? Quelle vie que je vais avoir avec ce virus-là? C'était la maladie qu'il fallait pas avoir. Et en plus de ça, c'est une maladie qui te donne une mauvaise réputation. Moi, on allait dire oui, c'est parce qu'elle a une vie sexuelle désordonnée qu'aujourd'hui, elle a eu le VIH, quoi. Et c'était pas le cas. Et c'était ça qui me dérangeait aussi, en fait, d'avoir cette étiquette-là aujourd'hui, alors qu'il y a énormément de personnes qui ont des rapports sexuels non protégés et qui ne l'ont pas forcément. Et je trouvais ça injuste. J'avais une vie sexuelle, c'est vrai que j'avais des copains, mais j'avais un seul copain à la fois. J'avais pas une vie sexuelle désordonnée, je me droguais pas, je faisais pas la fête à outrance. Franchement, j'étais une fille rangée, une fille banale en plus. Et je me suis pas dit que je pouvais être exposée au VIH/SIDA. Et on se rend compte que ça peut toucher n'importe quelle personne finalement. Et quand j'ai fini, je suis sortie de cette épreuve-là, je me suis dit, c'est bon Andrea, tu arrêtes. Il faut que tu reprennes ta vie en main, c'est pas possible. Même si te reste 10 ans à vivre, tu vas vivre ces 10 ans. Et ce gars-là, ciao. Et donc je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main et me renseigner. Et là, j'ai décidé de me renseigner en fait vraiment sur cette maladie-là. J'ai commencé à faire des recherches toute seule sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre jusqu'à 70 ans, même plus, et faire des enfants et ne pas être malade en fait. Mais également, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'étaient interdites. Quand tu es séropositive, tu ne peux pas avoir par exemple d'assurance vie. Et pour prendre un prêt à la banque aussi, tu as énormément de refus parce qu'on remplit pour l'assurance la case santé. Pour voyager aussi, il y a des pays qui n'acceptent pas. Avant, les États-Unis n'acceptaient pas, mais aujourd'hui, ils acceptent. Mais le Canada, tu ne peux pas être résident au Canada quand tu es séropositif, à moins d'avoir un conjoint canadien et d'avoir une sécurité sociale privée. Et même, par exemple, en Côte d'Ivoire, et je crois qu'en France aussi, on ne pouvait pas rentrer à l'ENA et tout. Pas participer au concours public. On demande le test VIH. Je peux pas être dans la police, gendarme, ni être militaire. Non, ça, je l'ai su beaucoup plus tard dans mes recherches parce que le médecin, il vient juste, il te dit ton traitement, il est bon et puis ciao, quoi. On nous dit pas vraiment toutes les réalités, mais bon, j'ai repris goût à la vie, donc pour moi, bon, ça allait, quoi. Et un jour, j'ai décidé de sortir, d'aller à une fête, en fait. Et donc, à cette soirée, j'ai rencontré un homme avec qui le courant a très bien passé. Et là, je me suis dit, non, Andrea, t'emballe pas. Tu sais que tu as un autre problème. Viens pas te mettre dans des histoires comme ça. On s'est fréquentés et je me suis dit, il va arriver un moment où je vais devoir lui dire. Ça va être compliqué. Et je pouvais pas, c'est-à-dire que ça avait créé, au fait, en moi, une honte. Et donc, j'ai trouvé un moyen pour lui dire. Je lui ai envoyé un message. On était dans la même pièce. Je me suis dit, par message, c'est plus facile que de regarder dans les yeux de lui dire. Donc, j'ai envoyé un message, je lui dis que je suis séropositive. Donc, il se retourne, il me regarde, il rigole. Il dit, mais c'est pas un problème. Hein. Quoi? Comment ça, c'est pas un problème? C'est vrai, est-ce qu'il a bien lu ce que je lui ai dit? Il dit, t'es séropositive alors?
Pas pour autant que je veux pas être avec toi. Et après, il m'a demandé, est-ce qu'on peut aller voir le médecin ensemble pour en savoir plus, parce que lui, il connaissait pas vraiment, il savait qu'on pouvait vivre avec, mais après, il sait pas vraiment tout ce qui peut en découler de la maladie. Donc, on allait voir mon médecin, qui lui a expliqué que, voilà, je suis bien mon traitement et que justement, je suis indétectable. Être indétectable, c'est lorsque, en fait, le virus a une quantité très très faible dans le sang et donc ne peut plus se transmettre. Je ne peux pas avoir des rapports non protégés, je ne peux plus le contaminer. Et donc le médecin lui a expliqué ça et donc il était rassuré, il était vraiment rassuré, il s'est dit ah mais bon ça va, t'as juste à prendre des médicaments, pas grave. Et donc on a fait nos petites vies, ça se passait très bien. Je sentais que j'étais vraiment à l'aise avec lui, il ne mettait pas de différence, je me sentais comme une femme en fait, tout simplement. On a aménagé ensemble. Et là, j'ai commencé à vouloir avoir un enfant. Là, c'était la question qui se posait, comment on allait faire un enfant. Parce qu'à l'époque, je savais pas qu'on pouvait avoir des rapports non protégés. Donc, je me disais, mais comment on va faire des enfants si on peut pas avoir des rapports? Je me renseigne sur Internet, où je vois que on peut faire une auto-insémination. Ça dit que le gars, il recueille le sperme, son sperme dans un pot en plastique, et avec une seringue sans aiguille, il me l'injecte. Comme un truc comme une fibre en fait. Et je me suis dit bon, on va faire ça. Et donc c'était voilà ma première grossesse, j'étais super contente. On pouvait le faire sans préservatif dès le début et on s'est quand même cassé la tête à faire tout ça. Heureusement que c'était que pour le premier parce que c'est un exercice hein, c'est comme... Pour moi, c'était vraiment, j'ai besoin de faire un enfant. Parce qu'on m'a dit que j'allais pas avoir d'enfant. Donc, je voulais avoir cet enfant-là. Je le ressentais un peu profond de moi, en fait. Et aussi, avoir un enfant, c'était une manière de cacher aussi ma séropositivité. C'est-à-dire que quand les gens allaient voir que j'ai un enfant, ils ne pourraient jamais imaginer que j'ai le VIH. Je construisais une identité à l'opposé de tous les clichés, en fait, liés au VIH-Sida. Et en plus de ça, j'étais pas toute maigrichonne, quoi. Donc, quand les gens me voient, tu es bien portante. Enfin, tu fais pas malade. Donc, dans la tête des gens, même s'il y avait la rumeur, je me disais, c'est faux. Elle a un enfant. Elle est mariée et elle est pas mince. Donc, pour les gens, c'est faux. C'était une thérapie, en fait, pour moi. Parce que, par exemple, je voulais pas aller dans les groupes de parole. Parce que je voulais pas être associée à la maladie, en fait. Pour moi, aller dans les groupes de parole, j'allais être avec les gens séropositifs, c'est ces endroits qui font pitié. En fait, pour moi, c'était ça dans ma tête. C'est-à-dire, non, j'ai pas besoin de leur ressembler, en fait. Parce que pour moi, dans mon esprit, en fait, c'était difficile d'arriver à me dire, je suis séropositive. C'est-à-dire que à chaque fois que je me dis, ah, Andrea, t'es séropositive, je déprime. Quand je pense pas à ça, tout va bien. Et c'était vraiment difficile d'accepter ce statut-là, ce mot-là. J'étais la plus violente envers moi-même, en fait. C'était de l'autostigmatisation. Et finalement, il y a énormément de personnes séropositives qui le font, en fait. À force d'entendre certaines choses, on répète nous-mêmes, en fait. Et on n'arrive pas nous-mêmes à s'accepter, à s'aimer. Et donc, cette grossesse s'est très bien passée. Et j'ai accouché par césarienne, par choix. Le médecin m'a laissé le choix parce que je pouvais accoucher par voie basse, étant donné que j'étais indétectable. Mais la flippette, j'ai choisi la césarienne. Au moins, c'est zéro risque. Et après, si on n'est pas indétectable, ce n'est pas grave. Parce que sous traitement aussi, on ne transmet pas le virus. Mais c'est quand même à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir des tachages virales, c'est-à-dire le nombre de virus dans le sang, très très élevé en fait. Et à la naissance, on donne un traitement antirétroviral à l'enfant pendant 2 semaines à 4 semaines pour éliminer toute trace du virus. Juste par précaution. Les enfants, eux, s'ils sont suivis, il n'y a aucun problème. Et après ma première fille, et bon, finalement, on a commencé à avoir des rapports non protégés. Le médecin nous a donné l'autorisation. Après tout ça, on a eu notre deuxième fille. Et ensuite, la troisième fille, qui est venue juste après. Et c'est quand j'étais enceinte de ma troisième fille qui m'est venue l'idée, en fait, de parler publiquement du virus, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à guérir au fur et à mesure que les années passaient. Finalement, ta vie, elle est pas pire qu'une autre personne. Enfin, tu vis bien, quoi. Tu vis comme n'importe quelle autre personne. Et les gens peuvent même pas s'imaginer que tu vis avec du VIH. Et je pense que c'est le moment d'aider toutes les personnes qui souffrent. Et aussi de déconstruire l'image qu'on a sur le VIH-Sida. Je pense que ça a quand même beaucoup évolué au fil des années. Et si toi, tu l'as eu, faut te rendre compte que n'importe quelle personne peut l'avoir, en fait. Et là, je disais de prendre la parole, raconter mon histoire. Je dis, ça peut donner de l'espoir aux gens. Ça peut aussi casser justement les préjugés. Et d'autres personnes qui sont en souffrance peuvent se rattacher, en fait, à mon histoire. Se dire, ah, mais elle est passée par là et puis elle a pu construire une vie. Et que moi aussi, je passe par là. Je peux trouver quelqu'un, en fait, à qui m'identifier pendant ce moment, en fait, de souffrance, à qui je peux parler, etc.
Et donc je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Et finalement, à ma grande surprise, j'ai eu que des messages positifs. De gens que je connais, des gens que je connais pas, qui m'ont envoyé plein de messages d'amour. Je suis restée tout ce temps comme ça, à m'auto-stigmatiser, alors que les gens m'ont donné autant d'amour. Je n'ai plus honte. C'est juste une maladie comme une autre en fait. Et il faut que les gens sachent ça. Et surtout que vous nous côtoyez tous les jours. On a des personnes qui sont reproduites autour de nous, on ne se rend pas compte parce qu'on se cache. On est caché dans la société, mais on est là. Je suis sûre qu'il y aura des stars, et même des chefs d'État, il y a tout le monde. Mais sauf qu'on est caché. Donc c'est un peu ce message-là aussi que je vais faire passer, en prenant la parole à travers les médias, de donner un visage au VIH.